Les États-Unis ont une longue et sordide histoire de mensonges destinés à entraîner leur population dans la guerre. Il y a le tristement célèbre incident du golfe du Tonkin, qui n'a même pas eu lieu, du moins en partie, et qui a contribué à nous entraîner dans la guerre du Vietnam. Bien sûr, il y a les fameuses armes de destruction massive de George Bush en 2003, censées être utilisées de manière imminente. Et dans cette guerre actuelle avec l'Iran, le président Trump a dit qu'ils avaient des armes nucléaires et qu'ils étaient à quelques semaines d'en avoir une, ce genre de choses. Il y en a une autre qu'on essaie de lancer maintenant, et je n'arrive pas à croire qu'on doive seulement en parler. C'est tellement absurde que je n'arrive pas à croire que, même après tout ce désastre que je viens de décrire, toutes ces guerres et tous ces morts qui en ont résulté, des Américains, des habitants des pays ciblés, on parle maintenant d'aller à Cuba. Et ces mensonges deviennent de pire en pire et de moins en moins crédibles. Au moins, l'administration George W. Bush avait je ne sais même pas, le courage, ce n'est probablement pas le bon mot. Mais au moins, il pensait que les gens étaient suffisamment attentifs pour se dire « bon, on ne peut pas simplement y aller et le faire ». Il faut trouver une très bonne explication. Ils se sont donné tellement de mal pour avancer toutes ces histoires d'uranium enrichi, ce lien avec Oussama Ben Laden et Saddam Hussein qui faisaient tout ce genre de choses. Et puis, bien sûr, la fameuse fiole brandie par le secrétaire d'État Colin Powell lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il affirmait qu'ils avaient toutes ces armes chimiques, ces armes biologiques, et Dieu sait quoi d'autre, qui pouvaient provoquer des morts massives, et ainsi de suite, et qu'il fallait intervenir, qu'il y avait une menace imminente, et ainsi de suite. Cette fois, avec la guerre contre l'Iran, le président Trump il a été beaucoup plus paresseux. Il a simplement dit « Ah oui, ils ont des armes de destruction massive. » Croyez-moi, c'était mauvais, mais celle-ci, avec Cuba, c'est juste étrange et stupide. Et donc, ils inventent des règles incroyablement tirées par les cheveux pour essayer de justifier ça. Avec le président Trump, qui veut intervenir en Iran, je veux dire. Tout ce discours sur l'arme nucléaire, il le tenait déjà depuis, en gros, 2015, quand il a commencé à se présenter à la présidence. Il revenait toujours là-dessus. Il était totalement opposé au JCPOA qu'Obama avait signé. C'est son cheval de bataille depuis toute sa carrière. Mais pour Cuba, c'est complètement nouveau. C'est comme s'il disait « on cherche désespérément quelque chose » parce qu'on veut juste intervenir et utiliser la force militaire contre Cuba. Et donc, la plus récente personne qu'ils ont mise en avant s'appelle Melissa Ford Maldonado, de l'America First Policy Institute. Et plus tôt aujourd'hui, sur Fox News, elle affirme que les Cubains représentent une menace massive pour les États-Unis. Cuba représente une énorme menace pour la sécurité nationale des États-Unis. C'est un régime communiste hostile, situé à seulement 90 milles de la Floride. Depuis 67 ans, il agit activement contre les intérêts américains, soutient tous nos adversaires et exporte la révolution dans le monde entier. Et Cuba a aussi une longue histoire de ciblage des États-Unis eux-mêmes. L'une des choses dont je parle dans cet article, c'est que la révolution cubaine ne s'est jamais limitée à l'île. Je préfère la considérer comme un projet international. Mais il faut leur reconnaître une chose. Leur mission est très simple. Leur politique étrangère est très simple. Elle a toujours consisté à affaiblir les États-Unis, à renforcer leurs adversaires et à exporter la révolution dans le monde entier. Un message très simple. Ils veulent détruire l'Amérique, en gros. Ils veulent simplement affaiblir l'Amérique. La toute petite Cuba, au large des côtes de la Floride, veut détruire l'Amérique. Et cela fait 67 ans qu'ils font ça, dit-elle. Là, ça fait un peu écho, vous voyez, à un emprunt facile à l'argument qu'on avance tout le temps aujourd'hui contre l'Iran.
Depuis 47 ans, ils sont en guerre contre nous. C'est eux qui ont commencé, ce qui était absurde. Parce que dans ce cas précis, c'est nous qui leur avons fait la guerre. C'est nous qui avons soutenu, par l'intermédiaire de l'Irak, une guerre de 8 ans pendant les 8 premières années de leur existence, en gros. Et toutes les sanctions que nous leur avons imposées pendant tout ce temps, les attaques que nous avons menées contre leurs intérêts à travers le monde, les assassinats que nous avons commis contre leurs dirigeants, etc. Même avant 2025, et maintenant la 5e guerre mondiale en cours, en 2026. Donc c'est ce que nous avons fait à l'époque. Donc, ils ont en quelque sorte repris ça. Cela fait maintenant 67 ans qu'ils font ça. Vous vous souvenez peut-être de ce qu'on appelle la baie des cochons, quand nous avons essayé de renverser leur gouvernement en utilisant certains de leurs compatriotes pour le faire. Ensuite, nous avons imposé des sanctions, bien sûr. La crise des missiles de Cuba en 1962, là, c'était un problème légitime. Mais ça a été réglé. Et puis, il y a eu l'affaire de la baie des cochons. Et puis, nous avons essayé d'assassiner Fidel Castro, apparemment un très grand nombre de fois, des dizaines de fois, selon certains rapports. Nous les avons soumis à des sanctions pendant tout ce temps. Donc nous avons fait tout ce que nous pouvions sur le plan économique pour les affamer jusqu'à la mort. Et maintenant, ces derniers mois, le président Trump a encore resserré l'étau avec un blocus naval, essentiellement pour les affamer jusqu'à la mort. Et nous voulons dire qu'ils ont été en guerre contre nous. Et écoutez, toute cette affirmation qu'elle avance, selon laquelle, oui, ils auraient essayé d'exporter le communisme et la révolution radicale dans le monde entier. D'accord, alors détaillez-nous cela, Madame Maldonado. Alors, qu'on les voit. Où sont tous ces succès énormes qu'ils auraient remportés, au point que cela représente désormais une menace énorme, c'est le mot qu'elle a employé, pour les États-Unis. Une menace dont nous devrions vraiment nous inquiéter, parce que, mon Dieu, regardez tous ces pays qui tombent à droite et à gauche autour de nous, tous dans l'hémisphère de notre pays, tout autour de nous. Bon sang, il vaudrait mieux qu'on s'en occupe avant que, oh là là, ils viennent nous chercher. Enfin, vous voyez bien, même sans que je vous apporte davantage de preuves, que c'est une déclaration complètement absurde. Chaque mot est ridicule. Ce minuscule pays qui arrive à peine à garder la lumière allumée. Écoutez, je suis allé à Cuba. Je crois que c'était en 2016, avec le groupe religieux dont je faisais partie à l'époque. Et nous venions en aide à des gens là-bas. J'ai pris un certain nombre de photos. Et une chose m'a vraiment frappé. C'est un pays incroyablement pauvre. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas. Et tout enfin, elles ont vraiment l'air de dater des années 1950. Je ne pense pas qu'ils aient quoi que ce soit de récent. J'en ai vu aucune pendant que j'y étais. La plupart des déplacements se font à vélo ou en charrette tirés par des chevaux. Je veux dire, ils n'ont tout simplement pas de véhicule. C'est à quel point les gens étaient pauvres. Les épiceries avaient à peine de quoi manger. Et ça, c'était en 2016. Et sur celle-ci en particulier, ils conduisent simplement du bétail, comme autrefois. Il n'y a absolument rien de moderne là-dedans. Et ces gens ne constituent clairement une menace pour personne. À titre de référence, bon, en fait, vous savez quoi? Avant de vous donner ça, laissez-moi vous dire autre chose. Madame Maldonado, bien sûr, ne faisait que reprendre ce que, je ne sais pas, cette combinaison de ce que font les médias traditionnels pour tenter d'entretenir tout ça. Et bien sûr, elle ne fait que suivre l'exemple du secrétaire d'État Marco Rubio, qui est le principal antagoniste ici, et celui qui a cette obsession de s'emparer de Cuba. Dieu seul sait ce qui se passe en coulisses entre lui et le président Trump. J'en suis presque sûr, parce que le président Trump n'a pas vraiment d'intérêt personnel dans cette affaire.
Je pense qu'il vient simplement de dire « Oui, je vais vous faire plaisir, Monsieur Rubio. Tout ce que vous voulez faire, très bien. On soutiendra ça, j'imagine. Si ça peut rendre certaines personnes heureuses, oui, pourquoi pas. » C'est ce que je soupçonne. Je ne sais pas s'il s'agit d'un cas particulier. Je n'ai aucune information venant de l'intérieur sur ce sujet, mais je regarde simplement les éléments disponibles. Et puisque Rubio s'est montré si actif sur cette question, il faut en conclure qu'il a, d'une manière ou d'une autre, convaincu le président Trump de le laisser faire. Mais il l'a bel et bien fait. C'est ce que vous avez peut-être vu notre émission plus tôt à ce sujet. Mais si ce n'est pas le cas, c'est essentiellement ce que Mme Maldonado reprend de cet article hystérique de Marco Rubio. Vous avez publié un rapport de 100 pages sur Cuba, le qualifiant de capitale du communisme du XXIe siècle. Ce rapport explique que l'objectif de Cuba est essentiellement d'effacer les États-Unis de la surface de la Terre. Il établit aussi un lien entre l'influence cubaine et la montée d'Antifa, les émeutes que nous avons vues en 2020, ainsi que la poussée d'activisme radical observée sur tous ces campus universitaires. Pour la personne moyenne, tout cela semble généralement organique, mais il s'avère qu'il y a de nombreux pouvoirs différents dans Cuba qui influencent toutes ces choses au quotidien. C'est le même réseau de manifestants partout dans le pays. Ce sont les mêmes personnes qu'on voyait dans les rues en train de brûler des choses en 2020. Puis ils changent de rôle et deviennent les manifestants pro-Hamas. Puis ils changent encore de rôle. Et dans les 48 heures suivant l'arrestation de Maduro, ils ont devant le tribunal des pancartes déjà imprimées exigeant sa libération. Ensuite, ils sont dehors à faire leur truc contre l'ICE, à attaquer des agents de l'ICE. Il n'y a rien de spontané là-dedans. C'est financé, c'est organisé, et Cuba fait partie de ce réseau. Dans certains cas, Cuba en est un élément essentiel, et c'est un réseau qu'ils instrumentaliseront contre nous. Oh, ils vont s'en servir comme d'une arme contre nous. Et de quelle autre preuve avez-vous besoin que le fait qu'au bout de seulement 48 heures, ils aient des pancartes préimprimées? Parce que tout le monde sait que les seuls manifestants légitimes de nos jours, ce sont ceux pour lesquels quelqu'un sort un crayon et écrit une pancarte à la main. Donc, si quelqu'un en a imprimé une, enfin, ce n'est pas comme s'il pouvait aller sur son ordinateur, créer une pancarte, foncer chez Kinko's pour la faire imprimer, ou simplement appuyer sur imprimer depuis son ordinateur en quelques minutes, puis l'envoyer à ses amis. Enfin, évidemment qu'il ne pourrait pas faire ça. Allez quoi, c'est ça votre preuve? Des pancartes préimprimées? Enfin, vous avez déjà assisté à un rassemblement de Trump? Toutes les pancartes sont préimprimées. Quoi qu'il fasse, c'est toujours préimprimé. Tout ça l'est. C'est un peu l'époque moderne. Je ne sais pas qui peut tomber dans ce genre de truc, mais parce qu'ils sont préimprimés, ça voudrait dire quelque chose. Mais là, vous voyez, il va aussi beaucoup trop loin. Ils essayent d'effacer l'Amérique de la surface de la Terre. Bon Dieu. La petite Cuba face à l'immense Amérique, et ils vont nous effacer. Et il faudrait qu'on ait peur de ça. C'est tellement stupide. Rien qu'à première vue. Je vais vous montrer à quel point dans une seconde. Mais regardons ce qu'il a dit d'autre, parce que vous voyez aussi qu'ils essayent de vous rabaisser et de dire que tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais, tout ce qui consiste à protester contre quelque chose que cette administration apprécie, eh bien, c'était les Cubains. Ils étaient derrière ça. D'autres personnes l'étaient aussi. Enfin, peu importe de quoi il s'agit. Antifa. Et puis, vous savez, bien sûr, il y a ces militants pro-palestiniens. Évidemment, lui les qualifie de pro-Hamas, et ainsi de suite. Il s'avère que non, derrière eux, il y avait une puissance étrangère. Mais c'était, vous savez qui? Les Cubains. C'est amusant de voir qu'ils ne mentionnent jamais que certains Américains
ont peut-être une cellule cérébrale, qu'ils peuvent regarder ce qui se passe et voir l'indignation morale face à un pays que nous soutenons, Israël, qui mène un génocide et tue un nombre énorme de Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, et qui fait maintenant la même chose dans le sud du Liban. Nous pouvons le voir de nos propres yeux. Et donc, quand les gens manifestent pour cela, au nom des personnes qui se font massacrer, la plupart se soucient moins de leur nationalité que de leur humanité. Mais voyez, non, on ne peut pas avoir ça. S'il y a une manifestation pour ça, ça ne peut pas être pour l'humanité. Ça ne peut pas être simplement parce qu'il y a ce carnage atroce, moralement abject qui se déroule, qu'on n'aime pas, et qu'on veut défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ce qui était autrefois la position américaine, la position du gouvernement. Mais non, plus maintenant. Maintenant, on va simplement mettre tout ça sur le dos de quelqu'un d'autre, de ce réseau néfaste de gens. Et d'ailleurs, dirigé par les Cubains qui veulent nous effacer de la surface de la Terre. Nous effacer de la surface de la Terre. Et que faudrait-il pour faire ça? Il faudrait sans doute avoir un budget militaire assez énorme, vous ne croyez pas? Je veux dire, quelque chose comme l'URSS, quelque chose dans ce genre-là. Et on a vu qu'ils n'ont jamais été capables de nous effacer de quoi que ce soit. Mais, vous savez, ces Cubains, ils ont leurs cigares. Je parie qu'ils peuvent nous enfumer. Parce qu'au fond, c'est la seule chose qui relèverait de ce fantasme dans son esprit. Juste pour donner un point de comparaison, les États-Unis, pour l'exercice budgétaire actuel, en 2026, nous avons un budget de défense d'environ 1 000 milliards de dollars. 1 000 milliards de dollars. D'après les meilleures estimations dont nous disposons, le budget militaire annuel des Cubains, même certains de ces groupes de réflexion n'ont pas réussi à le déterminer précisément à cause de l'opacité du côté cubain. Donc, nous n'avons pas pu obtenir d'informations actualisées. Mais la dernière année pour laquelle il existe des informations, c'est 2018. Cette année-là, ils avaient un budget annuel de défense de 128 millions de dollars. Pas milliards, millions. 128 millions de dollars. Cela finance environ 50 000 soldats de leurs forces armées. 50 000 militaires au total, 128 millions de dollars. À titre de comparaison, nous dépensons 128 millions de dollars de notre budget en environ 1 heure, 7 minutes et 36 secondes. Donc un peu plus d'1 heure. 1 heure. Voilà ce que représente leur budget annuel comparé au nôtre. Et ce sont eux dont vous devriez avoir peur. Ils vont nous rayer de la surface de la Terre. Ce serait une superpuissance qui change des gouvernements partout dans le monde, qui sème la peur et la dissension, et qui a des pancartes déjà imprimées. Ces fichus Cubains. Vous voyez à quel point c'est stupide. C'est totalement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on présente ça à la télévision? Pourquoi les médias ne contestent-ils pas ça? Pourquoi envisage-t-on seulement d'aller utiliser la force militaire contre ce tout petit pays qui arrive à peine à garder la lumière allumée, qui n'a quasiment même pas de voiture? Pourquoi voulons-nous aller utiliser la force militaire contre ces gens-là? Ils ne représentent absolument aucune menace pour nous. Pourtant, c'est là où nous en sommes. C'est le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le gouvernement que nous avons. Nous sommes entrés en guerre contre l'Iran alors que nous n'en avions aucune nécessité. Ils ne nous menaçaient pas, ils ne nous avaient pas attaqués, ils n'allaient pas nous attaquer. Ils étaient uniquement dans une posture défensive. Tout ce qu'ils ont fait depuis ce moment-là relevait de cette posture défensive. Maintenant, avec les missiles qu'ils ont utilisés pour se défendre, ils se rendent soudain compte que du fait de nos vulnérabilités, ils peuvent désormais les utiliser de manière offensive, uniquement parce que nous les avons poussés dans cette situation. C'est la seule chose qu'il leur reste à faire. Sinon, pas un seul Américain ne serait mort. Il n'y aurait pas 600 blessés.
Nous n'aurions pas 20 bases détruites dans tout le Moyen-Orient. Nous n'aurions pas des dizaines d'avions, d'autres appareils et d'hélicoptères détruits ou endommagés. Et nous n'aurions pas été chassés de tous ces endroits. Nos porte-avions ne seraient pas en train de s'user à cause de l'épuisement des équipages. Ensuite, il faudrait les remplacer, et nous aurions tous les problèmes que nous avons eus. Nous n'aurions rien eu de tout ça si nous n'avions pas lancé cette guerre de notre propre choix. Et maintenant, nous voulons en commencer une autre contre Cuba. Je suis sûr que frère Rubio est assis là à se dire que ce sera pareil que de renverser le Venezuela, de renverser Maduro. Il suffit d'aller chercher un seul homme, Díaz-Canel peut-être, je crois, leur président actuel. Peut-être qu'il pense qu'on va simplement aller l'éliminer et que tout ira bien. Écoutez, Cuba a une longue histoire. Il y a beaucoup de jungle là-bas, et c'était vraiment difficile, même pour le régime de Fidel Castro, quand il s'est soulevé en tant que rebelle, de venir à bout du gouvernement Batista. Et même lorsque certains des hommes de Castro se sont retournés contre lui, ils ont dû mener beaucoup de combats de guérilla pendant des années dans ces montagnes. Il a fallu longtemps pour finalement les mater, plusieurs années si je ne me trompe pas. Donc, s'ils se battent, on pourrait se retrouver dans un autre désastre, un autre fiasco du genre de la baie des cochons. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont aussi une sorte d'accord secret sur place, et qu'ils sont si faibles et si appauvris qu'ils ne seraient pas capables de... Mais ça ne nous apporte rien de dire. Et non, on peut écraser ces types. Ce sera plus facile. Pourquoi? Pourquoi les forces armées des États-Unis iraient-elles s'en prendre à quelqu'un qui est pratiquement mort de faim et tellement faible qu'il ne pourrait pas se défendre, si c'est bien le cas? Pourquoi devons-nous faire ça? C'est tout simplement un abus de pouvoir exceptionnel. C'est comme dire, regardez, ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils ne me donnent pas ce que je veux, alors je vais simplement le prendre. Voilà où nous en sommes. Et je trouve cela absolument répréhensible, et je le condamne dans les termes les plus fermes. Il n'y a littéralement aucune justification. Aucune. Et encore moins ces conneries que le secrétaire d'État a publiées ou ce document que Mme Maldonado a publié. Tout ça, c'est absurde. Même s'il y a là-dedans certains éléments précis, il faut regarder le foutu contexte. Pourquoi, à votre avis, voudrait-il faire quelque chose contre nous? Pourquoi essaierait-il de nous déstabiliser? Sinon parce que nous leur faisons ça pratiquement sans interruption depuis 1962. Peut-être que ça a quelque chose à voir là-dedans. Vous voyez, nous voulons pouvoir faire pression sur tout le monde. Nous voulons pouvoir sanctionner tout le monde, partout, tout le temps, sans qu'il y ait jamais de réaction. Et si quelqu'un ose riposter, alors c'est, vous voyez comme ils sont mauvais? Toutes ces mauvaises choses qu'ils font? C'est comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui. Ça me rend malade. Et il faut changer ça. Il ne suffit pas de passer du rouge au bleu, les amis. Il faut balayer toute cette merde d'élite. C'est le mot le plus gentil que je puisse employer. Il nous faut un changement complet, fondamental, en Amérique. Quelque chose qui revienne à ce qui faisait autrefois le cœur de l'Amérique. On a toujours eu des défauts. Il y a toujours eu des aspects sombres. Et il y a toujours eu des gens qui faisaient des choses mauvaises et ignobles en notre nom. Tout le temps. Mais au moins, de mon vivant, surtout avant, je veux dire, en tant que culture et société, on aspirait au moins à faire ce qui était juste. On aspirait à avoir un code moral. Nous aspirions à aider les gens qui étaient là dehors, les plus faibles, ceux qui subissaient des abus, ceux qui étaient opprimés par d'autres grandes puissances et d'autres régimes, à les aider, à les relever. Au moins, c'était notre aspiration autrefois. Aujourd'hui, rouge ou bleu, nous sommes littéralement devenus l'élite. Nous sommes devenus cette force très sombre contre laquelle nous nous dressions autrefois, contre laquelle nous nous élevions.
Nous le sommes devenus. Et moi, personnellement, j'en ai assez. Je pense que nous devons faire tout ce qu'il faut en utilisant notre système juridique, la Constitution dont nous disposons, nos leviers de pouvoir, pour faire battre ces types dans les urnes et faire venir une nouvelle équipe, une nouvelle génération d'Américains qui dira « Non, ça suffit, vous allez tous être virés, virez-les tous ». Qu'ils dégagent d'ici. Arrêtez de les suivre. Dénoncez-les, comme on essaye de le faire ici, et dites « pas en mon nom ». Nous allons devoir revenir à ce qui existait avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si on laisse faire assez longtemps, vous allez nous créer tellement d'ennemis à travers le monde. Et que Dieu nous vienne en aide, nous sommes peut-être déjà allés beaucoup trop loin dans cette situation avec l'Iran. Je veux dire, même comme on en parlait plus tôt aujourd'hui, il pourrait littéralement n'être qu'à quelques jours de relancer cette guerre, d'une manière à laquelle nous ne pourrions pas répondre. On pourrait finir entraîné dans une guerre contre la Russie. Ou alors, il pourrait tenter le tout pour le tout, nous provoquer en gros, et nous défier d'entrer dans une guerre qui pourrait devenir nucléaire, en attaquant Londres, la France, l'Allemagne, ou un autre endroit de ce genre. Il y a des gens qui soutiennent l'Ukraine. Je veux dire, toutes ces choses sont sur la table là-bas, et tout ça est tellement stupide. Rien de tout ça n'est nécessaire. Il est temps de faire marche arrière avant qu'il ne soit trop tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais nous allons continuer à vous parler et à vous dire la vérité sur des choses comme ça, afin d'arriver à un point où nous cesserons d'aggraver les choses pour nous-mêmes et pour les autres. Ce n'est pas ce que l'Amérique était autrefois. Et moi, je suis America First, comme les vrais Américains que vous êtes. Merci beaucoup, les amis. Merci de me donner un espace pour m'exprimer sur tout ça, et nous aurons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. And we'll look forward to seeing you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.